Et merci de regarder le Club Macro. Aujourd'hui, nous allons parler d'investissement socialement responsable. Est-ce que c'est la solution pour passer les crises? On en parle avec Stéphane Prévost, directeur général de la Financière Responsable. Bonjour Stéphane. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci. Alors c'est vrai, on le sait maintenant, on connaît même les chiffres. Sur un an, les chiffres des encours de l'investissement responsable ont progressé d'environ 32%. Donc la crise visiblement a été un accélérateur. Donc est-ce que c'est une solution pour passer les crises? J'imagine que c'est peut-être une partie de la réponse, mais qu'est-ce que vous en pensez, Stéphane? Oui, l'augmentation des encours sur la partie sur les fonds ISR correspond alors aussi à une augmentation du nombre de fonds qui se sont fait labelliser, bien évidemment, mais il y a eu un engouement de la part des clients au regard de la communication qu'on a pu avoir et du constat des bonnes performances des fonds ISR à travers la crise, puisqu'on a vu que certains fonds d'une façon générale, avaient pu amortir les phases un peu difficiles qu'on a connues sur les marchés actions, mais ont également ensuite pu montrer une performance tout à fait satisfaisante lors de la phase de la reprise. Donc l'ISR, probablement à cause de son caractère long terme, a bien passé cette phase inédite qu'on a connue à travers la crise sanitaire. D'accord, donc les performances des fonds ISR ont été meilleures? Oui, beaucoup de fonds ISR ont surperformé les indices et plusieurs études et plusieurs cabinets de conseil, notamment, ont pu démontrer cette surperformance qu'on avait de façon assez remarquable. Alors, probablement que la caractéristique ESG, le fait que des entreprises qui y sont depuis longtemps très avancé en termes de pratiques sociales, en termes de pratiques de gouvernance. Donc sur le social, c'était protéger la santé des salariés et puis modifier l'organisation des entreprises quand les États ou les autorités publiques décident d'un seul coup de stopper l'activité, mais aussi toute l'organisation de la chaîne de valeur dans vos relations avec vos fournisseurs et vos sous-traitants. Quand vous avez des pratiques qui sont très installées, qui sont bonnes, qui sont plutôt vertueuses, et que vous gérez des enjeux de long terme, eh bien vous êtes peut-être plus en capacité d'avoir une flexibilité, une bonne adaptation, à la fois, je dirais, dans la phase compliquée, mais également, ça vous donne un facteur d'agilité probablement dans la reprise. C'est l'explication que vous voyez, c'est la capacité d'adaptation parce que la prise en compte de performances extra-financières permet en fait d'être plus agile finalement au sein de ces sociétés, même quand on parle d'une très très grosse entreprise. Oui, mais c'est particulièrement les grosses entreprises d'ailleurs, sur les fonds ISR avec ce qu'on appelle les grandes capitalisations boursières, qui sont historiquement quand même très avancés dans la communication d'indicateurs extra-financiers, ce qui nous permet, nous, justement, de pouvoir apprécier les pratiques et la façon dont elles vont intégrer ces enjeux en amont. Et je crois que la crise aujourd'hui, quand on regarde le parcours boursier des fonds, alors bien sûr, après, il y a des différences dans les processus de gestion, on y reviendra peut-être. Absolument. Il y a des différences dans les choix des gérants, mais globalement, la partie ISR dans les fonds actions a quand même bien passé cette période et a surperformé assez généralement les marchés. Justement, chez vous, Stéphane, l'ISR, qu'est-ce que ça veut dire, justement, c'est la financière responsable? Alors, à la financière responsable, quelque chose qui vous différencie des oui, autres? je pense que nous développons une gestion de conviction avec des choix très, très, très concentrés qu'on applique sur des valeurs de croissance. Parce que, pourquoi ça? Parce que nous utilisons l'information extra-financière, les fameux critères ESG, comme un révélateur de la mise en œuvre de la stratégie voulue par le management, c'est-à-dire la façon dont on va aller chercher la croissance. Et en fonction de la stratégie que vous choisissez, vous allez infléchir votre politique sociale, votre gouvernance d'une façon générale sur la chaîne de valeur, mais aussi votre intégration des enjeux environnementaux et des enjeux de long terme. Ce qui signifie que quand vous regardez les pratiques ESG au regard du long terme, vous cherchez une cohérence par rapport au métier de l'entreprise et aux enjeux du secteur d'activité. Donc en fin de compte, c'est un moyen de mieux connaître, de mieux appréhender le business model de l'entreprise, à la fois côté risque, mais également côté opportunité. Alors bien sûr, on ajoute à ça, et c'est là la valeur ajoutée de l'ISR, des critères d'exclusion, et puis l'engagement de l'entreprise par rapport au sujet qu'on a autour du développement durable. D'accord. Alors, en juin 2019, j'étais là lors de votre conférence de presse qui parlait du lancement, qui lançait LFR Inclusion Responsable. C'était votre nouvelle stratégie, justement, ISR à impact social. Donc là, on était sur le S. Ça correspond à quelque chose d'important chez vous, parce que c'est vrai que généralement, on parle beaucoup plus du E. Ça, c'est quand même un fait. Et alors, vous aviez créé aussi un questionnaire.
Vous aviez Oui. repéré 7 domaines d'action et vous l'avez envoyé à des entreprises cotées. Absolument. Je ne sais pas si ça a évolué depuis, hein, vous me direz sur... Oui, oui, non, sur mais les- vous avez raison de pointer cet événement chez nous qui correspondait à un événement très innovant. Je crois que la crise sanitaire a effectivement bien montré l'importance du S. On parlait beaucoup Ouais. du E dans les fonds ESG, dans les fonds ISR, dans les fonds carbone, mais la crise sanitaire a vraiment révélé aux yeux des clients et des investisseurs toute l'importance et la nécessité de prêter une attention au S. Et LFR Inclusion Responsable, le fonds que vous évoquez, je vous expliquais que l'ESG était un facteur révélateur de la qualité des entreprises. Eh bien, nous utilisons la politique handicap et ce Oui. questionnaire autour exclusivement du handicap sur 70 points comme révélateur de la qualité de l'organisation de l'entreprise. Pourquoi ? Parce que quand une entreprise s'intéresse à intégrer la différence que l'on a vis-à-vis des publics en situation de handicap, eh bien, elle travaille sur l'ouverture de sa culture d'entreprise et elle est obligée d'avoir une flexibilité, une souplesse, de modifier son organisation sur l'ergonomie des postes, mais aussi d'avoir une communication en interne. Et tout ça est une façon de dynamiser la culture d'entreprise, de favoriser de la flexibilité, de favoriser la créativité, et c'est un facteur de mobilisation extrêmement motivant pour les équipes. C'est intéressant comme approche, c'est-à-dire qu'au lieu de dire on a suffisamment de données extra-financières, donc en fait c'est bon, ça rentre dans les clous, on peut aller dans cette entreprise, ce que vous nous dites, c'est que cette donnée, il faut en faire quelque chose, et en fait vous allez l'interpréter pour la réintégrer dans la stratégie de l'entreprise et Exactement. dire ça nous donne en fait beaucoup d'indicateurs sur la façon dont l'entreprise gère sa stratégie, et évidemment ses salariés ou ses partenaires ou autres. Tout à fait. Et vous voyez bien qu'on n'a pas une expression directe dans les comptes financiers si on se limitait au regard de la comptabilité des résultats financiers de l'entreprise. On raterait quelque part tout ce qu'on peut constater de qualitatif dans l'entreprise. Donc l'ESG, c'est des indicateurs extra-financiers quantitatifs, mais c'est aussi du qualitatif. Et je crois que dans notre approche, la valeur ajoutée de la financière responsable, c'est justement d'être en capacité d'intégrer ces deux aspects. Et aujourd'hui, l'innovation que l'on a sur ce fonds d'inclusion de personnes en situation de handicap, c'est vraiment d'avoir une thèse d'investissement qui est construite en amont dans l'analyse des entreprises, sans découpler ça du métier ni des enjeux de développement durable, de pouvoir mixer les deux et d'avoir une capacité à sélectionner des valeurs en la matière. Encore faut-il avoir la donnée. Justement, vous allez nous dire si c'est toujours les bons chiffres. Vous aviez envoyé un questionnaire à plusieurs entreprises cotées, donc 51 avaient répondu, 14 avaient refusé. Ça, c'est toujours les chiffres. Oui, ils ont beaucoup augmenté. C'est-à-dire que l'année dernière, la campagne d'envoi des questionnaires, on était sur 350 sociétés en Europe. Et on était à peu près sur 200 réponses reçues. On voit aussi que le fait de questionner, le pouvoir de la question, permet de faire avancer un certain nombre de sujets. Et on voit d'année en année, alors on a toujours des entreprises qui refusent de communiquer là-dessus, et c'est leur choix, mais on a de plus en plus de sociétés qui se mobilisent autour des sujets, et on voit les progrès qu'elle réalise sur un certain nombre de sujets. Donc là, ce qui est très intéressant pour nous, c'est d'avoir une capacité à faire de l'engagement. Et je ne vous cache pas que nous réfléchissons et que nous travaillons beaucoup sur la notion d'impact, de voir comment on peut, à partir du moment où on a engagé un dialogue avec l'entreprise et qu'on constate qu'on peut avoir des progrès, voir si on peut évoluer et avancer pour montrer à nos clients que le fait de discuter des sujets très ouvertement dans une approche discrétionnaire et positif peut permettre de faire progresser un enjeu de société, là en l'occurrence l'emploi de personnes en situation de handicap. Oui, c'est ça. C'est sur les femmes aussi. Et je sais que vous aviez également, c'était dans le questionnaire, il y avait la différence de salaire homme-femme. Le taux de réponse était très décevant à l'époque, moins de 20%. Ça a bougé aussi. Oui, ça a augmenté légèrement, mais on est encore sur une page blanche à écrire. Et là, c'est dans ce sujet de diversité, d'égalité. Alors en France, on a une législation qui fait avancer les choses, donc ça bouge un petit peu plus vite. Mais on constate que dans les autres pays européens, c'est toujours encore un sujet sur lequel il y a beaucoup de progrès en termes de publication d'informations de la part des entreprises. Donc c'est vrai que vous l'aviez passé avec vos fonds, donc j'en ai regardé 2, vous étiez positif en 2020, donc ça a quand même bien progressé là en 2021, donc effectivement vous ne faisiez pas partie des fonds qui ont fini en négatif, donc la crise, vous l'aviez passée, c'est vrai, c'était quelque chose de plus ou moins tranquille pour vous, enfin tranquille c'est certainement pas le mot, financièrement en tout cas, pas de drame à noter. Là, aujourd'hui,
Si une nouvelle crise, pas qu'on soit sorti de celle-ci, se présente, à votre avis, qu'est-ce qui va pouvoir vous permettre, encore une fois, de vous distinguer et de ressortir avec des performances positives? C'est vrai qu'en 2020, on a eu des performances positives pour un marché qui était à -4. En 2021, si je regarde sur un an glissant, on est à plus 32%, 32,8% Ouais. sur les FR au développement durable. Pour donner une idée, le MSCI EMU Responsible, il est à plus 29%. On a donc un bon comportement et c'est assez gratifiant pour nos clients. Alors, les résultats sont bons, mais c'est vrai que ça n'a pas été tranquille. Ce qu'on a essayé ce qu'on essaye de faire, parce qu'effectivement, comme vous le soulignez, on n'est pas dans une situation de buy and hold, c'est-à-dire rendre des valeurs, mais on a une partie de gestion tactique. Cette performance, elle est aussi fonction du processus de gestion et des choix qui sont implémentés. Les choix implémentés, c'est à la fois une pilotage de la structure du portefeuille, mais c'est aussi des choix de thématiques. Je vous disais que l'ISR était un sujet de long terme. Effectivement, pour les tendances porteuses que nous sélectionnons, nous allons identifier des tendances de long terme. Donc nous, 4 thèmes majeurs qui étaient là avant la crise continuent d'être nos préférences sectorielles en matière de choix de conviction. La digitalisation des économies, l'efficacité énergétique et les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur de la construction et des infrastructures, les biens de consommation, avec notamment le secteur du luxe, mais pas que, puisque dans la crise sanitaire, on a préservé les revenus des ménages, et on voit bien les rebonds et la demande de consommation, et puis les activités, les services médicaux. Et pour pouvoir piloter à l'intérieur de ces grands thèmes la sélection de valeurs et l'alpha, la surperformance générée par le portefeuille, eh bien, on a une grille d'une dizaine de critères que les gérants travaillent, et ça nous permet, si vous voulez, tantôt de mettre l'accent sur les sociétés qui vont bénéficier de la reprise de l'économie, tantôt augmenter le poids d'un chiffre d'affaires visible ou résilient. Et on a cette batterie de 10 critères qui nous aident à piloter la performance des fonds. Merci. Donc je dirais que c'est l'aspect, le nerf de la guerre. Merci beaucoup Stéphane Prévost. Je rappelle que vous êtes Merci directeur beaucoup. général de la financière responsable. On se retrouve tout de suite pour le Club Action. Merci.